Apparemment, on ne m'entend pas. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, parfait. Ok, désolé, hein, on avait des petits soucis techniques là. On a dû faire acrobatie pour rapidement régler ça en 20 minutes. Donc, c'est ce qui justifie notre retard. Donc, donnez-nous encore quelques minutes. Et entre-temps, on a trouvé quand même une très bonne occupation pour vous. Monsieur Mathias va vous poster le pré-test dans le chat. Cliquez sur le lien, remplissez-le et puis vous validez. En attendant qu'on ait assez de participants. D'accord? Merci beaucoup. Donc, Mathias, tu peux poster le pré-test. Entre-temps, on sera en train d'affiner, attendre aussi un peu plus de participants. Merci. Merci. C'est Guy Onambele, votre humble serviteur. Donc, je suis anthropologue et je suis au service de la société civile à travers l'ONG Vie en harmonie avec la nature. Pour ceux qui suivent ces masterclass pour la première fois, c'est le deuxième module que nous sommes en train d'animer. Le précédent portait sur les statistiques agricoles comme outil de prise de décision pour les OSC. Et là, on va essayer d'aborder la question de malnutrition chronique, qui est un peu ce qu'on appelle souvent une pathologie handicapante silencieuse et à vie. Parce que si on ne règle pas la question de malnutrition chronique avant l'âge de 2 ans, donc dans les 1000 premiers jours, comme on appelle fenêtre d'opportunité, c'est que cette personne qui en est touchée ne pourra vraiment pas être utile pour la nation et pour le continent africain. Donc, on aura 2 sessions. Une session aujourd'hui et qu'on espère boucler au plus tard à 15h30. Et la prochaine, ce sera dans le même créneau horaire, 12h30, 15h30. On est vraiment désolé parce qu'aujourd'hui, on était prêt déjà à 10h, mais il y a eu un imprévu sur le plan logistique et sur le plan technique. On a dû changer de site à moins de 2 heures pour que vous n'attendiez pas trop longtemps. Mais Dieu merci, je crois qu'on est tous ensemble pour pouvoir honorer à notre rendez-vous. Donc, aujourd'hui, la session, sinon le module sera animé par le professeur Michipe Komlan Évariste, que vous connaissez déjà suffisamment, même s'il est très distrait, il fait beaucoup de choses. Et avant de le présenter, je ne saurais continuer mon propos sans remercier infiniment la Maison de la Société civile qui nous a saisi la main que nous lui avons tendue afin de pouvoir organiser ces masterclass avec toutes les facilités que vous pouvez imaginer sur le plan ressources humaines, sur le plan technique, sur le plan mobilisation, communication et tout. Merci beaucoup la société civile. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir le propos du directeur parce qu'il est en congé. Le chef de programme également, il est suffisamment pris. Donc, certainement, à la deuxième session de ce module, on aura un intervenant de la société civile qui pourra nous dire un mot. Donc, alors non, je vous souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Et je vous prie instamment de bien vouloir ouvrir vos caméras. Ça nous permet de nous suivre de façon
assez assidus de nous écouter et puis de pouvoir interagir. C'est des sessions qui ne vont pas des sessions classiques que vous connaissez, hein, c'est-à-dire comme on court. Donc, il y aura une intervention et après un certain délai, on va suspendre pour pouvoir prendre des questions et des contributions également qui peuvent nous permettre d'améliorer non seulement la manière de procéder par rapport à ces modules-là, mais aussi la thématique qui est débattue, pour qu'on puisse davantage l'approfondir. Donc, on me signale que la maison de société civile est présente. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que la personne qui est connectée au nom de la société civile peut s'introduire? Parce que moi, j'étais là ce matin, mais j'ai dû partir rapidement. Société civile? Alors, apparemment, la personne n'est pas à côté de l'appareil. OK, certainement d'ici là. Oui, Mathias? Allô, Mathias, tu es là? Apparemment, il y a un problème de micro à son niveau. Allô, la salle, est-ce que vous me recevez? Oui, c'est un peu difficile. Si tu peux te rapprocher un peu plus du micro. Oui, c'est mieux maintenant. On m'appelle Nathalie Alain Soleil Levant. Alors, monsieur Guy. Oui. Monsieur Guy. Oui, monsieur Mathias. Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Et nous sommes là pour cette formation, le deuxième module de cette série de formations. Nous sommes à la première session et je voudrais saluer tout le monde au nom de la Maison de la Société civile, au nom du directeur qui est actuellement emperché et en voyage, je vais préciser, et du chargé de programme qui est dans un atelier depuis le début de la semaine. Et je voudrais dire ce mot introductif pour saluer aussi les efforts du docteur Guy qui coordonne l'organisation de ce masterclass. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Mathias. Merci infiniment. C'est vraiment bien d'assurer, on dit assurer les arrières, bien qu'il soit absent. Tu as quand même tu nous as permis de tenir notre pari parce que ce n'était pas gagné déjà avec tout ce qu'on a eu comme imprévu ce matin. Merci infiniment. Donc, je voudrais prier ceux qui viennent se connecter de bien vouloir couper leur micro. Sinon, peut-être, Mathias, tu pourras nous aider à le faire parce que ça perturbe énormément l'audition et surtout la personne qui est en train d'intervenir. D'accord. Donc, je vais introduire, je ne vais pas dire rapidement, hein, parce que il y a tellement de choses à échanger sur le professeur Mijikwe. Donc, je vous prie vraiment de garder votre patience. Je vais essayer de progresser palier par palier, même si je ne suis pas sûr de parcourir tous les paliers. Donc, le professeur Mijikwe, il est à la base ingénieur agronome. Donc, il a été formé à Bomé-Calavi, faculté des sciences agronomiques. Et après ça, il s'est envolé, il est allé aux Pays-Bas pour faire un PhD. Il a eu un doctorat en nutrition humaine. Alors, ça, c'est pour faire très, très court en termes de titres. Alors, pour le présenter, je me suis permis quand même d'essayer de ramener son profil à quelques chapitres. D'abord, en tant qu'enseignant-chercheur, il a fait pratiquement toutes ses armes au niveau de la faculté d'agronomie, où déjà au sortir de sa formation universitaire, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au département de nutrition et sciences alimentaires, DNSA. Donc, il a été assistant de recherche, chercheur, enseignant-chercheur entre 1996 et, disons, 2012. Mais alors, depuis 2012, il est le chef du laboratoire de nutrition humaine dans le même département. Depuis 2016, il est secrétaire scientifique de la formation doctorale dans option nutrition humaine,
sciences et technologies alimentaires à l'école doctorale sciences agronomiques et de l'eau, qui est à la faculté des sciences agronomiques à Abomey-Calavi. Également, depuis 2018, il est maître de conférence. Donc, s'il appelle professeur, ça ne doit pas vous étonner. Il est maître de conférence des universités du CAMES, spécialité nutrition humaine. Alors, ça, c'est ce qui est du profil d'enseignant, mais en tant que chercheur, il a également un profil suffisamment étoffé qui l'a amené à diriger ou à prendre part à des équipes assez consistantes de recherche, autant ici au Bénin que dans d'autres universités, comme, je n'arrive pas à lire, si c'est Wageningen University, ça c'est aux Pays-Bas, hein? Voilà, Wageningen, en Suisse, en Italie et dans d'autres pays. Donc, en tant que chercheur, il a participé à plusieurs poursuites de recherche. Et je voudrais également ajouter à ces deux casquettes ce qu'il a également comme... Oui, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Il a également eu à encadrer plusieurs travaux scientifiques, notamment des mémoires de DEA, des mémoires de génie agronome, des thèses de doctorat et même des mémoires de master professionnel. Je crois qu'il est actuellement sur une thèse intitulée « Contribution des produits céréaliers, maraîchers et de cueillette à l'adéquation de l'alimentation des enfants, adolescents et des mères dans les communes de Boukoumbe, Kobli-Materi et Tangueta au nord-ouest du Bénin. Comme par hasard, si vous vous souvenez, ceux qui ont pris part au premier module, c'est les zones qui ont suscité beaucoup de débats par rapport à la sécurité alimentaire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire du professeur Mitikpe en tant qu'enseignant-chercheur, maître de conférence au CAMES. Maintenant, côté société civile, il ne nous a pas oublié, nous autres. Il est commissaire aux comptes de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIM. Ça, c'est depuis 2020, depuis 3 ans. Au niveau de la Société de nutrition du Bénin également, il a parcouru plusieurs échelons. Il est actuellement président de cette organisation de la société civile, mais avant ça, il a été président par intérim et aussi vice-président. Donc ça, c'est entre 2010 et 2022. Il a occupé des hautes fonctions dans cette organisation. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il intervient ici dans les masterclass, parce qu'on s'était dit, bon, rester seulement dans la coquille de la FSA, ça peut être limitatif, mais il vaut mieux qu'on élargisse à l'ensemble de la société de nutrition au Bénin, parce que là-dedans, on retrouve pratiquement toutes les entités. En dehors de ce profil, cet aspect de son profil, il a également eu à animer des programmes d'enquête ou d'études. Je vais juste m'arrêter pour être très succinct à 4 thématiques. La première, c'est la méthodologie SMART pour les nutritionnistes qui sont connectés. Vous savez un peu de quoi il s'agit. Vous connaissez un peu ce qu'il y a comme rigueur derrière cette méthodologie-là. Donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il a eu à occuper les fonctions soit de consultant international, de consultant national dans différents pays, outre le Bénin, le Togo, la Mauritanie, et il revient fraîchement d'une mission du Congo. D'ailleurs, quand on a commencé à négocier sa participation à ce module, il était en mission en RDC. Donc ça, c'est ce qui est des méthodologies SMART. Donc c'est une personne de ressources pour la méthodologie SMART. Et j'en garde d'ailleurs un souvenir mémorable où je l'ai vu faire la standardisation sur 50 enfants quand nous avions fait la première AGV Sano Bénin en 2008. Donc, c'est avec lui, j'ai compris qu'en nutrition, on ne badine pas avec la prise de mesure. Un seul millimètre peut faire fausser toute une enquête. Donc, deuxième chapitre, sous-chapitre en termes de direction d'enquête, la sécurité alimentaire, cela l'a amené dans plusieurs pays, outre le Bénin aussi, notamment à Djibouti, où il a eu à participer comme personne de ressources consultant internationale dans des enquêtes de sécurité alimentaire. Il a également joué un rôle capital comme consultant principal national ou international dans des enquêtes CAP. Comme vous le savez, c'est des enquêtes qui déterminent beaucoup la mise en place d'un certain nombre de programmes.
Et ça, c'est CAP, ça fait connaissance, attitude et pratique, c'est bien ça. Voilà. Donc, voilà un peu en termes de direction d'enquête, évaluation des besoins, SMART, sécurité alimentaire et CAP pour vraiment être très synthétique. Mais ce que j'ai devant moi, c'est vraiment une ressource qui est abondante et dont on devait vraiment tirer le maximum de profit. Et il a également eu à parrainer ou à diriger des grands rendez-vous, d'échanges de connaissances, notamment des séminaires, des ateliers, soit au profit des membres de la société civile, soit au profit des étudiants ou au profit de ses collègues. Et là, je vous fais grâce de tout ça comme détail, mais ça, il le fait depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Il a eu à diriger, à prendre part soit des comités scientifiques ou bien en tant que co-organisateur des séminaires et ateliers. En termes de publication également, il a une cinquantaine, sinon plus, de publications à son actif. Je vous fais également grâce à la liste qui est assez abondante et je crois que c'était vraiment la personne qu'il nous fallait. Je ne vous sous-estime pas, je ne m'estime pas les autres nutritionnistes, mais par rapport à cette casquette-là, par rapport à ce parcours, on a voulu qu'en tant que président de la Société de nutrition du Bénin, qu'il anime ce module et qui n'est pas le dernier lorsqu'on va parler de nutrition dans notre masterclass. Parce que comme vous le savez, la nutrition, elle a plusieurs enveloppes et c'est le côté malnutrition chronique, on a voulu vraiment l'attaquer de plein fouet parce que c'est celui qui est sans remède lorsque l'enfant fait son deuxième anniversaire et c'est celui qui va nous coûter le plus cher chez nous en Afrique si vraiment on ne s'y penche pas assez vite avec les outils qui conviennent. Donc, voilà un peu introduit notre facilitateur d'aujourd'hui et de mercredi prochain. J'avais déjà commencé par donner des précisions en ce qui concerne les modalités de présentation. Donc, on va faire une présentation déjà de quelques minutes. On va ouvrir le débat. On reviendra sur le volet et réponses. On espère qu'on pourra tenir dans le temps. Et en termes de structuration du module, aujourd'hui, nous allons davantage nous appesantir sur les grandes figures de la malnutrition au Bénin. Comment est-ce qu'elle se présente? Parce que quand on dit malnutrition chronique, qu'est-ce qui se passe? Ça va souvent très vite. Lorsqu'on lit un rapport, on voit des statistiques, on voit des pourcentages, on passe vite dessus. Donc, le professeur va essayer de nous disséquer un peu lorsqu'on parle de malnutrition chronique et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à la prochaine session, nous allons essayer de mettre l'accent sur les conséquences de ces malnutritions-là, qui est très, très silencieuse, mais qui fait beaucoup de dégâts. Et également, à la prochaine session, on va essayer d'explorer quelques pistes de réponses, parce qu'on ne saura jamais épuiser la liste des approches de solutions quand on parle de malnutrition chronique, mais en tant que forum d'échange, forum d'inter-enrichissement, nous allons essayer d'aborder les grandes lignes de ces réponses-là et quitte à poursuivre le débat sur d'autres forats. Et pourquoi pas, si vous en jugez la nécessité de réinitier une session complémentaire, ça dépendra de vous. On a dit, nous sommes à votre service. Nous avons identifié ce besoin comme crucial pour la société civile. On est parvenu à mettre la main sur une personne ressource qui a bien voulu dispenser le savoir et consacrer son temps, son énergie pour. Donc, je vais bien vous prier de suivre cette session-là et de prendre note. Lors du débat, il n'y aura pas de tabou, aucune question ne sera boutée à la touche. On va rester toutes les questions, on fera un effort d'apporter des éléments de réponse à la mesure de nos connaissances à toutes ces questions qui vont être posées. Voilà le décor planté. Est-ce qu'il y a une remarque, une question, une motion de procédure avant que le professeur ne délivre son propos? Est-ce qu'il y a des questions? Suggestions? Apparemment, non. OK. Donc, je vais donner la parole au professeur de la commission des arts. OK. Une minute, le temps qu'il se branche.
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Oui, s'il vous plaît, veuillez couper vos micros et peut-être je vais supplier ceux qui viennent d'arriver. Il y a un questionnaire dont le lien est posté sur le chat, la discussion. Cliquez juste sur le lien et veuillez bien répondre à ce questionnaire-là parce qu'il tient lieu de pré-test. Je crois que M. Mathias l'a posté à plusieurs reprises sur le chat déjà. Je le vois plusieurs fois posté. Essayez de répondre vraiment de façon objective à ces questions-là. Et on va faire le même exercice à la fin du prochain module, de la prochaine session. Ça nous donne une idée de ce qu'on a généré comme extra immédiat au cours de ces 2 sessions qui sont prévues pour ce module. Allô, la salle? Allô, la salle? Oui, on vous entend. Allez-y, vous avez une question? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, Oui, vous ça, entendez, c'est vous entendez. où le compétent. C'est bon? Oui, si vous avez une question, allez-y, posez-la. Parce qu'on a des petits soucis de connexion aussi. Non, C'est non, bon? c'est juste pour savoir si le compétent s'il n'est pas encore connecté, quoi. Vous avez Oui, fini la présentation. il vient de se connecter. On avait des petits soucis. C'est bon. Ok, c'est bon. Oui, s'il te plaît, Mathias, tu voudras bien autoriser M. Michikpe à partager l'écran parce qu'il veut lancer, c'est ça qui nous fait un peu prendre du temps. Ça affiche que l'animateur n'a pas autorisé le partage. Mathias? Attends, je vais l'appeler.
ce changement de truc ce matin parce qu'on avait prévu tout l'autre côté. Pardon. OK. D'accord. OK, donc on va démarrer. Je crois que les dieux de la communication sont maintenant avec nous. Désolé, hein, ça arrive de temps en temps, mais on finit toujours par s'en sortir. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont arrivés en retard, n'oubliez pas de remplir le pré-test. C'est très important pour nous afin de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment apporté à votre capital connaissance. OK, cela dit, je vais laisser la parole au professeur Nsoupé pour délivrer son message. Merci. Merci. Merci, Dr. Onambele. Merci. Bonjour à tous, bonjour chers participants. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour partager quelques notions sur la nutrition. Je remercie le Dr. Onambele qui m'a sollicité pour mener cette activité. La Maison de la Société Civile également, qui m'ont fait confiance pour m'offrir cette opportunité de partager quelques connaissances avec vous. Merci également, Dr. Onambele, pour la présentation très détaillée de mes expériences. Et je pense que, bon, à ce niveau, tout a été dit. Et donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et donc, cet après-midi, je vais aborder la malnutrition de façon générale avec un focus sur le Bénin, donc les problèmes de malnutrition que nous avons au Bénin. Et à la deuxième séance, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le retard de croissance, les causes et puis les interventions qu'on peut mener pour lutter contre ce problème-là. OK. Bon, donc, globalement, il y aura une petite introduction et après, je vais donner une petite définition également de la malnutrition. Ensuite, je vais vous parler des différents types de malnutrition ainsi que des formes de malnutrition qu'on peut avoir et leurs conséquences. Dans le cours de la présentation, je vais aborder aussi les prévalences de la malnutrition dans le monde et au Bénin. Bon, donc, la malnutrition,
comme vous le savez certainement déjà, tous, est un problème très important qui touche la plupart des pays en développement. Le Bénin également est concerné. Et en termes d'impact, l'UNICEF a estimé qu'il y a 144 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent du retard de croissance dans le monde. Et il y a 47 millions d'enfants qui souffrent de l'émaciation et puis 38 millions d'enfants qui souffrent du surpoids. Bon, c'est prévalence pour vous donner une idée de la malnutrition au sein des enfants de moins de 5 ans. Mais comme nous allons le voir plus loin, la malnutrition ne touche pas que les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, de façon générale, si on parle de malnutrition dans le monde, il y a l'Asie et l'Afrique qui présentent les prévalences les plus élevées en termes, pour ce qui concerne le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Par rapport à l'émaciation, on voit également que c'est les deux continents qui sont les plus affectés et pareil également pour l'obésité. Alors, en fait, si on parle de malnutrition, de quoi s'agit-il exactement? Et donc, la malnutrition est définie comme un état pathologique causé par la déficience ou l'excès d'un ou de plusieurs nutriments. Et l'OMS précise que la malnutrition entend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Donc, à partir de cette définition, on peut distinguer plusieurs types de malnutrition qu'on regroupe en 3 grands groupes d'affections. Il y a la dénutrition qui constitue un des groupes. Il y a la malnutrition en matière de micronutriments. Et puis, il y a le surpoids et l'obésité, ainsi que les maladies non transmissibles. Il y a quelques années, on parlait de double fardeau nutritionnel pour désigner les différents types de malnutrition qui préoccupent dans le monde, mais de nos jours, on parle de triple fardeau nutritionnel. Et comme vous pouvez le voir là, donc on a les 3 grands groupes de malnutrition qui focalisent l'attention dans le monde. Et à côté de ce type de malnutrition, on parle des formes de malnutrition, c'est-à-dire que chaque type de malnutrition peut prendre différentes formes. On peut distinguer les formes légères, les formes modérées et les formes sévères. Donc, compte tenu de la manifestation, compte tenu du niveau qu'a atteint la malnutrition ainsi que les conséquences sur l'organisme. Pour ce qui concerne la dénutrition, on peut dire qu'on distingue 3 types. Il y a l'émaciation, le retard de croissance et l'insuffisance pondérale. Ces 3 types de malnutrition sont souvent renseignés au niveau des enfants de moins de 5 ans parce que ce sont ces enfants qui sont les plus touchés par ces malnutritions. Mais on verra plus loin aussi que les femmes en âge de procréer sont également concernées par l'émaciation. Donc, pour ce qui concerne l'émaciation, vous pouvez voir sur vos écrans, j'espère, quelques photos d'enfants atteints d'émaciation qu'on a prises dans Tanguieta, donc à l'hôpital de référence de Tanguieta. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un phénomène qui se déroule effectivement au Bénin ici. Ce n'est pas seulement à l'étranger ou dans les autres pays qu'on peut remarquer cela. Et l'émaciation, en fait,
traduit un faible poids par rapport à la taille de l'enfant. C'est souvent le signe d'une perte de poids récente et grave qui est consécutive à l'ingestion d'aliments inappropriés ou au fait que l'enfant a été atteint de maladies infectieuses, des maladies infectieuses aiguës, hein, donc qui amènent cet enfant à perdre du poids. Donc, un jeune enfant souffrant d'émaciation modérée ou sévère présente un risque accru de décès. Et donc, c'est pour cela que la malnutrition, l'émaciation précisément, constitue un type de malnutrition qui est préoccupant. Je vous montre ici quelques photos d'enfants, d'un enfant qui a été malnutri aiguë sévère, donc c'est une émaciation sévère au départ. Donc, quand il a été examiné dans le centre de santé, et après quelques jours, après 4 mois hein, de récupération, il a quand même gagné du poids, il a pris du poids. Donc, il est passé de 7,77 kg à 21 kg. Ici également, je vous présente le cas d'un autre enfant qui est venu au centre avec une émaciation sévère, mais qui a été récupéré après. Et donc, le message à travers ces photos, c'est vous montrer qu'il y a de l'espoir par rapport à l'émaciation. Donc, on peut récupérer ces enfants, mais faudrait-il qu'ils soient identifiés très tôt hein, pour pouvoir être admis dans les centres de récupération ou pour les soins. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'émaciation pour l'enfant? En général, il y a un affaiblissement du système immunitaire, il y a une diminution de la force musculaire, le dysfonctionnement de certains organes, il y a une faiblesse de l'état général et le décès. Dans le monde et dans la sous-région, je vous présente les prévalences de l'émaciation. Et comme vous pouvez le constater sur la figure, vous voyez que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la prévalence de l'émaciation est de 7,5%. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays de l'Afrique, cette prévalence est supérieure à 5%. Comme vous pouvez le voir aussi en Asie du Sud-Est, oui, on a une prévalence de 8,2%, ce qui confirme un peu l'introduction que j'avais eu à faire. Et par rapport aux effectifs, au nombre d'enfants touchés par cette malnutrition, on peut constater qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 4,8 millions d'enfants qui sont touchés. Et au Bénin, on a essayé de voir l'évolution, de décrire l'évolution de cette malnutrition depuis 2001 jusqu'en 2017. Donc, on peut constater qu'en 2001, la prévalence était de 8% au niveau national, bien sûr, et que ça a diminué progressivement jusqu'en 2008. Et en 2014, ça a légèrement augmenté. Et en 2017, on a une prévalence qui est de 5%. Et cette valeur de la prévalence au niveau national cache néanmoins des disparités au niveau des départements. Donc, on n'a pas les mêmes prévalences dans tous les départements. Il y a certains départements qui sont plus affectés que d'autres, et notamment les départements du Nord Bénin présentent des prévalences
de l'émaciation plus élevé. Quand on parle du retard de croissance, le retard de croissance est le résultat qui donne un faible rapport taille-âge, c'est-à-dire que la taille de l'enfant est plus petite que la taille qu'il devrait avoir à son âge. Et comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous présente là, vous avez deux filles qui sont nées le même jour, donc qui ont le même âge, mais l'une qui est très grande et l'autre petite. Donc, le retard de croissance est le résultat d'une sous-nutrition chronique ou récurrente à laquelle sont habituellement associés plusieurs facteurs, tels que les maladies, par exemple, une sous-alimentation, etc. L'absence de soins aussi, l'absence de soins, l'insuffisance de soins, etc. Donc, le retard de croissance empêche les enfants de réaliser leur potentiel physique et cognitif. Comme conséquence pour l'enfant, on a les perturbations du développement neurocognitif, donc affectent le développement intellectuel. On a la baisse de la productivité à l'âge adulte. Ça veut dire que le retard de croissance n'a pas des impacts que durant l'enfance, mais ça le poursuit jusqu'à l'âge adulte. On a des risques de maladies non transmissibles à l'âge adulte aussi. Il y a l'affaiblissement de l'immunité, la réduction des chances de survie de l'enfant et les mauvaises performances scolaires avec les revenus faibles à l'âge adulte. Les revenus faibles étant justifiés par le fait qu'ils n'ont pas leur plein potentiel pour fournir assez d'efforts. Et quand on s'intéresse à la prévalence du retard de croissance dans le monde et dans la sous-région, on peut voir qu'en Afrique de l'Ouest, on a des prévalences qui varient, qui sont comprises entre 20 et 30%. Et donc, c'est des prévalences qu'on qualifie d'élevées. Et le Bénin fait évidemment partie de cette partie de l'Afrique. Quand on s'intéresse au nombre d'enfants touchés, on constate qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 17,8 millions d'enfants qui sont touchés par ce type de malnutrition, nettement supérieur à ce qu'on a vu au niveau de la malnutrition, au niveau de l'émaciation. Et également, quand on s'est intéressé à l'évolution de la prévalence du retard de croissance dans le temps au Bénin, donc de 2001 à 2017, on constate que les prévalences sont toujours supérieures à 30%. 2001 à 2006, ça a augmenté et à partir de 2006, ça a diminué légèrement, mais ça n'a jamais descendu en dessous de 30%. Or, une prévalence supérieure ou égale à 30% est considérée comme une prévalence très élevée. Donc, la malnutrition chronique constitue un problème de santé publique au Bénin. Une fois encore, comme on a vu pour l'émaciation, ces prévalences au niveau national cachent également des disparités entre les départements. Et le constat qu'il faut souligner, c'est que les départements du Nord, une fois encore, présentent les prévalences les plus élevées du retard de croissance au Bénin. Il y a également quelques départements dans le sud. Encore qu'il veut dire en tant que président de la société de nutrition. Pour ce qui concerne l'insuffisance pondérale, il s'agit en fait d'un enfant qui a un faible poids par rapport à son âge. Et l'insuffisance pondérale, on peut dire que c'est soit l'expression
de l'émaciation ou soit de l'expression du retard de croissance ou encore des deux à la fois. Et donc, l'insuffisance pondérale n'est pas vraiment un indicateur spécifique parce qu'il prend en compte l'émaciation et le retard de croissance à la fois. Au Bénin, on constate que la prévalence de l'insuffisance pondérale a diminué de 2001 à 2017, surtout entre 2001 et 2006, et de 2006 à 2017, ça a tourné autour des 17-18%. Pour ce qui concerne la malnutrition en matière de micronutriments, elle comprend les carences en micronutriments et donc tout ce qui concerne les manques de vitamines et de minéraux essentiels ou également l'excès des micronutriments, excusez-moi. Pour ce qui concerne nos pays, actuellement, notre véritable problème, c'est les carences en micronutriments et non l'excès de ces micronutriments-là. Et donc, au niveau mondial, il y a l'iode, la vitamine A et le fer qui sont les micronutriments qui mobilisent beaucoup plus l'attention. Dans certains pays, on peut ajouter le zinc, le folate, la vitamine C, la vitamine D, etc. Donc, quels sont les types de malnutrition en micronutriments que nous avons béni? Il y a tout d'abord la carence en fer. Et en fait, on n'a pas de données précises sur la prévalence de la carence en fer au Bénin, mais il y a un indicateur de PROSI qui permet donc d'estimer la prévalence de la carence en fer, qui est l'anémie. Et donc, si on connaît la prévalence de l'anémie, on estime que la carence en fer y participe pour 50%. C'est vrai qu'il y a encore des études à réaliser véritablement pour avoir une bonne estimation du niveau de prévalence de la carence en fer au Bénin à cause des problèmes de méthodologie, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anémie peut être causée par plusieurs autres facteurs, tels que les maladies. Il y a le paludisme, par exemple. Il y a les hémorragies, les infections, etc. Donc, l'anémie est un véritable problème de santé publique mondiale qui touche notamment les jeunes enfants et les femmes enceintes. Et l'OMS estime que 42% des enfants de moins de 5 ans et 40% des femmes enceintes dans le monde sont anémiées. Et comme vous pouvez le voir, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, on a des prévalences qui sont supérieures à 60%. Et c'est la région qui connaît la prévalence la plus élevée pratiquement de par le monde. Et selon les estimations de l'OMS, 1,62 milliard d'individus seraient anémiés dans le monde. L'Afrique et l'Asie du Sud-Est étant les plus touchées, une fois encore. Donc, la malnutrition, on dirait, ça a ciblé certaines zones du monde. Elle est ciblée. Bon. Donc, pour ce qui concerne l'anémie chez les enfants, on a des prévalences très élevées, comme vous pouvez le voir. Sur la figure, regardez plutôt les barres sur votre gauche. Vous allez constater de 2001 à 2017, on a eu des prévalences qui étaient toujours supérieures à 50%. Les 50% ont été obtenus en 2012, mais en 2017, on a eu
soit 11,5% au sein des enfants de 6 à 59 mois, ce qui est quand même très élevé. Et si on prend les femmes en âge de procréer, en 2017, on a une prévalence très élevée. Et depuis 2001, d'ailleurs, ces prévalences aussi sont restées très élevées, bon, à l'exception de 2012 où ça a diminué. Bon, maintenant, on n'a pas les éléments pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'en 2012, ça a diminué jusqu'à ce point. Mais si on compare 2001, 2006 et 2017, on voit quand même qu'il y a une cohérence dans l'évolution de la prévalence. Il y a aussi la vitamine A qui fait objet de carence au sein des populations. Et au Bénin, il y a une enquête nationale sur la carence en vitamine A qui a été effectuée en 1999 chez les enfants de 12 à 71 mois. Et on a trouvé que la prévalence était très élevée, la prévalence de la carence en vitamine A, soit 65% dans le sud du Bénin et 82% dans le nord. Chez les femmes enceintes, on n'a pas de données estimées, on n'a pas de données précises sur la prévalence de la carence en vitamine A chez les femmes en âge de procréer, ni chez les femmes enceintes ou chez les femmes allaitantes. Le zinc fait partie également des micronutriments d'intérêt nutritionnel et au Bénin, on pense qu'on fait face également à des problèmes de carence en zinc. Mais malheureusement, on n'a pas de données nationales sur la carence en zinc au Bénin. Et les estimations du groupe consultatif international de nutrition de zinc ont projeté qu'environ 17% de la population béninoise serait à risque d'apport inadéquat en zinc. Et si on couple cette estimation à la prévalence élevée du retard de croissance, qui est un indicateur de PROSI, le retard de croissance chez les enfants, les jeunes enfants, on peut dire que le Bénin est un pays à risque moyen de carence en zinc. Néanmoins, des études réalisées dans le département de l'Atakora en 2002 et en 2014 ont montré un risque élevé de carence en zinc au sein des enfants, les enfants d'âge préscolaire précisément. Concernant les autres micronutriments, parce qu'il y a le calcium, il y a l'acide folique, il y a les vitamines, la vitamine B12, etc. On n'a pas de données au niveau national. Or, compte tenu de la présence des autres types de carences, on pouvait se dire que on a des risques d'avoir aussi des prévalences élevées de ces carences-là au Bénin. Dans la mesure où tous les micronutriments que notre organisme utilise sont apportés par notre alimentation. L'écran serait parti. C'est parti? Oui, l'écran est revenu. J'ai vu dans le chat que l'écran est parti. Est-ce que vous avez l'écran? Vous avez la diapo? Oui, on voit. Oui, c'est revenu à mon côté ici. Moi, j'ai eu. Merci. Oui. Merci beaucoup de nous signaler quand il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. OK, donc merci. Je vais continuer. Donc, par rapport aux autres micronutriments, j'étais en train de parler du calcium, de l'acide folique, de la vitamine B12
On pense que c'est des micronutriments qui présenteraient aussi des prévalences élevées de carence. On n'a pas une estimation précise de ces prévalences, mais compte tenu du fait que l'alimentation, c'est l'alimentation qui apporte les nutriments à l'organisme et qu'on a la présence des autres types de carences telles que vitamine A, fer, etc. Il y a de fortes chances que cette alimentation ne contienne pas non plus suffisamment de calcium, d'acide folique, de vitamine B12 ou encore d'autres micronutriments qu'on n'a pas explorés. Et donc, de façon indirecte, on peut dire que à travers les effets indirects de la carence en ces micronutriments, tels que la prévalence du retard de croissance intra-utérin, donc la prévalence de faible poids à la naissance, les problèmes de santé des femmes enceintes ou des populations de façon générale, on peut conclure effectivement à l'existence de la carence en ces micronutriments. Néanmoins, on a besoin d'une évaluation de la situation au niveau national. Pour ce qui concerne le surpoids et l'obésité, le surpoids ou l'obésité sont détectés lorsque le poids d'une personne est trop élevé par rapport à sa taille. Le surpoids et l'obésité, en fait, découlent d'un déséquilibre entre l'énergie consommée qui se retrouve en excès par rapport à l'énergie dépensée par l'individu et qui se retrouve évidemment en déficit. L'obésité entraîne une accumulation excessive ou anormale de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Et c'est parce que ça a des conséquences négatives sur la santé que ça nous intéresse. Et donc, à travers cette figure, je vous présente l'évolution du surpoids et de l'obésité, mais aussi de la maigreur chez les femmes en âge de procréer de 2001 à 2015. Bon, en fait, vous voyez, on a inclus la maigreur parce que l'indicateur qu'on a utilisé permet à la fois d'apprécier la maigreur, le surpoids et l'obésité. Et donc, si on regarde à droite de la figure, on peut constater que la surcharge pondérale et l'obésité, non, le surpoids et l'obésité traduit en termes de surcharge pondérale, présentent une prévalence de 27% au sein des femmes en âge de procréer, ce qui est quand même élevé. Et ça, c'est par rapport à 2015. Donc, quelles sont les conséquences du surpoids et de l'obésité? On a un risque accru de cancer, de diabète et d'autres maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, etc. On a une productivité réduite et des retraites précoces, puisque si les personnes sont tout le temps ont des problèmes de santé, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur carrière. On a plus de handicaps et de décès prématurés et des coûts de santé plus lourds, surtout pour les personnes atteintes, pour leur famille, mais également pour la nation. Maintenant, on avait parlé aussi des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, qui sont regroupées dans la même catégorie que l'obésité et le surpoids. Donc, ces maladies comprennent les maladies cardiovasculaires, certains cancers et le diabète. Et
dans la catégorie des maladies cardiovasculaires, on a l'infarctus du myocarde, ou ce qui peut se traduire par l'AVC. Hein, et donc, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, une mauvaise alimentation et une mauvaise nutrition font partie des principaux facteurs de risque pour ces maladies-là à l'échelle mondiale. Et de plus en plus, dans notre pays, on se dit que la prévalence de ces maladies augmente, hein, puisque je suis sûr que dans nos familles ou parmi nos proches, on connaît des gens qui ont fait la mauvaise expérience d'AVC ou de problèmes d'hypertension, etc. Et quand on parle de malnutrition de façon générale, quelles sont les personnes qui peuvent être concernées? En fait, il s'agit de tout le monde. Tout le monde peut être concerné par la malnutrition. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a certaines catégories ou certaines tranches d'âge qui sont plus touchées par certains types de malnutrition que d'autres. Et donc, dans le monde entier, il existe la malnutrition. Maintenant, comme on l'a vu dans la présentation, c'est que quand on parle de dénutrition, c'est beaucoup plus dans les pays pauvres. Donc, ils se retrouvent en Afrique et en Asie, les pays en développement. Et quand on parle de surpoids et obésité, c'est beaucoup plus manifeste. Enfin, ça se manifeste plus dans les pays développés. Mais quand on parle de carence en micronutriments, ça c'est réparti dans tous les pays du monde de façon plus ou moins disparate. Il y a les femmes en âge de procréer, les nourrissons, hein, les enfants et les adolescents qui sont particulièrement à risque, hein, pour les différents types de malnutrition. Et la pauvreté, comme je le disais, amplifie le risque et les dangers de la malnutrition. Et pour les pays, une prévalence élevée de la malnutrition est un problème. J'ai eu à le dire dans mon introduction. Et il a été démontré que la dénutrition joue un rôle dans environ 45% des décès d'enfants âgés de moins de 5 ans. Et pour ce qui concerne la carence en fer, il s'agit de la maladie qui frappe le plus grand nombre de personnes dans le monde. Et la mauvaise santé, les décès prématurés, les pertes de revenus en sont les conséquences. À l'échelle mondiale, le surpoids et l'obésité causent le décès. Le surpoids et l'obésité causent beaucoup de décès et donc ce sont des maladies auxquelles il faut s'intéresser. La malnutrition, pour finir, réduit la productivité et la croissance économique, hein, du pays. Donc, quand on parle de malnutrition, en fait, il s'agit d'une question de développement. Et donc, nous devons tous nous y intéresser. Ce n'est pas seulement les autorités politiques, mais à quelque niveau où nous sommes, nous devons contribuer à lutter contre la malnutrition. En résumé, au Bénin, on rencontre plusieurs types de malnutrition. Il y a le retard de croissance dont la prévalence est très élevée. Il y a la carence en fer qui constitue aussi une préoccupation. Mais à ce niveau, il faut encore une bonne estimation. Il faut des études pour nous donner les valeurs de la prévalence réelle. On estime aussi qu'il y a la carence en vitamine A, ce qui justifie la supplémentation en vitamine A et la fortification aussi, hein, comme intervention pour lutter contre cette carence. Il y a la carence en zinc également qui est présente
et probablement aussi la carence en d'autres micronutriments. Bon, donc, on doit retenir également qu'il y a une absence de données. Et ça, c'est vraiment préoccupant parce que pour mieux aborder un problème, il faut savoir en quel terme et comment ce problème se pose, avec quelle ampleur. Donc, on a vraiment besoin de données sur les prévalences des carences en micronutriments au niveau national et au niveau de chaque département. Les données dont on dispose régulièrement sont celles relatives à la dénutrition, surtout le retard de croissance, la maigreur, l'insuffisance pondérale. Et puis, les données également liées au surpoids et à l'obésité. Pour ce qui concerne les micronutriments, on manque cruellement de données au niveau national pour nous préciser les niveaux de prévalence. Donc, on a besoin vraiment de se pencher sur la question. Je nous invite tous à trouver les moyens d'amener les dirigeants à penser à la chose et à organiser vraiment des enquêtes au niveau national pour estimer les prévalences réelles de la malnutrition au Bénin. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous cet après-midi. Merci beaucoup pour votre attention. OK, merci infiniment, professeur. Merci infiniment, professeur Mitikwe, pour cette riche, brillante et surtout claire présentation. Je suis sûr que ceux qui sont connectés, chacun a certainement une question, parce que autant que nous sommes, on s'est senti interpellés par l'une ou l'autre slide. Certains ont été touchés peut-être par les carences, d'autres ont été beaucoup plus touchés par les questions d'obésité, parce que quand on sait tout ce qu'on mange, les shawarma, les tevia taco, et tout ce qu'on mange dans la journée, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la modernité et notre exposition à tout ce qu'il y a comme graisse et tout ce qu'il y a comme matière de synthèse qu'on introduit dans nos aliments, on n'est vraiment pas à l'abri. Donc, j'imagine qu'il y a des questions comme des traditions. Et ceux qui ont des questions, veuillez lever la main. On va faire des rounds de 5-5-5 pour permettre aux professeurs de fournir de façon détaillée des éléments de réponse à vos préoccupations. Alors, je vais réduire peut-être l'écran. Est-ce qu'il y en a? Il y a des questions? Voilà, une première main. Une main. Oui, Jude Yago. Oui, Jude. Ensuite, Jude, est-ce qu'il y a une deuxième intervention? Il n'y a pas d'autres questions? D'autres personnes qui ont des préoccupations? OK. Monsieur Jude Yago, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Jude Yago, vous avez la parole. Ouvrez le micro, rapprochez-vous de votre micro et pour qu'on puisse vous suivre et parler distinctement et posément. À vous. Allô? Oui, c'est bon, on vous entend, mais un peu plus fort. Vous me recevez? Oui, très bien, mais c'est très bas, le volume est un peu bas. Parlez un peu plus fort. Allô, Jude? Là, on n'entend plus rien. Allô? Oui, c'est bon. Allez-y, on vous entend. OK, d'accord. Je disais merci pour la présentation. C'était vraiment enrichissant. J'avais quelques questions. J'ai remarqué que la plupart des prévalences, il y a eu beaucoup de prévalences de cas de malnutrition
dans le nord. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui, quand même, comment se présente la situation au nord. Et j'aimerais demander, malgré les nombreuses interventions qui sont dans la zone, qu'est-ce qui freine la diminution de cette prévalence-là dans cette zone? Et si le professeur serait d'accord de nous donner selon lui, quelques peut-être approches qu'il propose pour pouvoir améliorer cette solution dans cette zone, ou bien quand même des pistes stratégiques pour nous permettre, nous nutritionnistes, de nous pencher dessus pour y réfléchir et apporter une solution. Maintenant, au niveau des problèmes du double fardeau nutritionnel, au niveau de l'obésité, j'aimerais demander si c'est uniquement des causes de malbouffe qui causent ces genres de maladies, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a des causes génomiques qui prédisposent certaines personnes à ce type de maladie. Et est-ce qu'il y a des études qui pourront nous permettre de déterminer à quelle proportion ces causes-là interviennent dans la prévalence de ces maladies-là au niveau des personnes? Et peut-être, est-ce qu'en ville, il y a plus de cette prévalence-là que dans les milieux ruraux? Et comment peut-être de façon stratégique, qu'est-ce qui pourrait aussi au niveau social, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette prévalence-là de ce type de maladies maintenant que nous rencontrons dans nos milieux? C'est un peu mes questions. Allô? Merci beaucoup. Il y a Oui, Aline Hessou qui voulait poser des questions, mais apparemment, elle avait un souci par rapport au fait de ne pas pouvoir lever la main. Madame Aline Hessou, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Et merci beaucoup, professeur, pour ce passage très enrichissant. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation, elle est relative aux conséquences de la malnutrition pour les pays. Et j'ai lu sur les diapos quelque part où c'est dit, enfin c'est cité comme conséquence les retraites précoces. Et je voudrais savoir si c'est dans la théorie qu'on cite cet aspect, cette conséquence, ou si on la rencontre effectivement dans la réalité, quoi. Parce que moi, c'est vrai que malgré mon jeune âge en matière de profession, je n'ai pas encore entendu parler d'une retraite précoce, mais bon, je voudrais quand même en savoir davantage. Et en dehors de ça, ma deuxième préoccupation est liée aussi aux conséquences de la malnutrition, mais cette fois-ci, quand je prends par exemple le cas de l'obésité ou de surpoids, où on sait que quelquefois il y a d'autres facteurs qui influencent le poids de l'individu. Par exemple, le stress, j'imagine, et d'autres facteurs qui peuvent influencer le poids de l'individu. Je voudrais savoir comment on lie cela, le surpoids ou l'obésité, directement à la malnutrition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui ont eu l'inspiration entre-temps? Jude, tu as une autre inspiration ou bien c'est l'ancienne, non? Si c'est l'ancienne, tu voudras bien la baisser, s'il te plaît. Bon, j'ai une autre inspiration. Bon. Je voulais poser également. Comme les autres n'interviennent pas, vas-y. Oui, c'est au niveau des carences nutritionnelles, au niveau de et au niveau du zinc en particulier. J'aimerais demander qu'est-ce qui peut expliquer la prévalence là au nord, où
parce que est-ce qu'il y a des aliments et aussi demander s'il y a des aliments qui peuvent, des aliments biodisponibles dans les milieux qui peuvent quand même pallier à ces, puis qui peuvent corriger ces carences-là dans ces milieux sur lesquels on pourrait se baser pour déployer peut-être des campagnes pour la lutte contre la carence par rapport au zinc dans ces milieux où la prévalence est vraiment élevée. OK. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais peut-être me permettre de parler à la place des participants. Mais ce ne sera pas des questions en tant que telles, mais c'est d'abord de remercier le professeur pour le temps qu'il a pris afin de développer ces diapos. Et c'est davantage des commentaires, comme je disais. Le premier point, vous avez vu dans la plupart de l'historique qui a été dressé sur les indicateurs clés, que ce soit l'insuffisance pondérale, le retard de croissance ou malnutrition chronique, l'émaciation, on s'est arrêté en 2017 ou 2016. Donc, on va maintenir la veille pour que, aussitôt que les résultats de l'AGV100 dont on parlait au précédent module, dès que ces résultats sont disponibles, qu'on les mette à votre disposition. Également, l'INSTAD est en train de traiter les données du dernier mix. Donc, cette année, on aura le privilège de bénéficier, si Dieu le veut bien en premier, de ces résultats-là. De toute façon, le courrier a été transmis officiellement au premier responsable de ces deux institutions, à savoir le PAM et l'INSTAD, pour que les deux viennent animer un module et nous familiariser avec les résultats de ces deux enquêtes les plus récentes. Et ça nous permettra d'avoir le complément nécessaire, utile et surtout approprié de ce que le professeur a présenté par rapport aux tendances depuis 2001. Deuxième point, c'est par rapport à la prévalence. Vous avez vu, la tendance semble constante, au-dessus de 30%, en ce qui concerne le retard de croissance. Le professeur a mis l'accent, on l'a souvent dit, on a plaidé sur plusieurs forats que c'est un problème de santé publique, il faut qu'on s'y attaque vraiment parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences. Mais dans nos pays, les conséquences, on va commencer à les sentir d'ici 15, 20, 25 ans. Et là, ce ne sera plus très tôt pour intervenir. Et les interventions ne doivent pas être faites avec une baguette magique. C'est travailler avec les communautés pour identifier quelles sont les ressources alimentaires, surtout les pratiques quotidiennes, les habitudes alimentaires et culinaires qui peuvent permettre de pouvoir combler ces gaps que le professeur a évoqués en parlant des différentes carences en micronutriments. Et je voudrais également attirer l'attention des nutritionnistes qui sont connectés et ceux qui le seront peut-être à la prochaine session qu'en principe, quand on voit un tel tableau, on ne devait même plus avoir le sommeil facile. Ça devait interpeller. Et bon, quand on dit nutritionniste, c'est parce qu'on parle de nutrition, mais nous aussi, des autres disciplines, on doit se sentir interpellé parce que les questions de malnutrition aujourd'hui ne relèvent pas que du registre des nutritionnistes. Tout le monde est appelé à intervenir, surtout qu'en conclusion, le professeur a dit que les questions de malnutrition posent un problème de développement, accentuent la pauvreté, surtout en ce qui concerne la malnutrition chronique. Donc, les concernés au premier chef, je crois qu'agir ensemble, ça va être très utile. Se serrer la main. J'ai été très, très heureux d'apprendre que la société de nutrition au Bénin est active parce que dans d'autres pays, ça n'existe pas, ou bien même quand ça existe, ça se résume à une seule personne. Mais ce qui est bien ici au Bénin, c'est que c'est, je peux dire, les sommités de la discipline qui ont les rênes de cette organisation et on ne s'est pas gêné à les bousculer un peu, quitte à les amener à revoir leur agenda pour qu'ils viennent intervenir aujourd'hui. Et je vous rassure que ce ne sera pas la première fois. On a encore pas mal de rendez-vous auxquels on va convier ces spécialistes de nutrition pour partager avec les membres de la société civile
qu'est-ce qu'elle pense de la situation, quelles sont les approches de solutions qu'on peut utiliser pour inverser les tendances. Et le dernier point, je voulais un peu revenir sur les questions des données. Et il y a l'INSTAT qui a commencé à développer un travail salutaire et je crois qu'on ne sent pas encore peut-être les effets pour ceux qui ne sont pas versés tellement dans la recherche. Mais l'INSTAT, au nom du gouvernement béninois, est en train de centraliser tout ce qu'il y a comme études en matière de statistiques sociales, en matière de statistiques démographiques. D'ailleurs, de façon pratique, l'INSTAT a été démontré, bien que le nom ait changé. On était habitué à l'INSAE. Je suis heureux pour moi-même, je commence à bien prononcer le nom INSTAT parce que j'avais toute tendance à dire INSAE parce que c'est ma maison. Donc, à l'ex-INSAE, actuel INSTAT, on a fusionné la direction des statistiques sociales avec la direction des statistiques démographiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de les séparer. Et c'est pour en faire vraiment une base d'information constante. Et alors, cette institution centralise aujourd'hui toutes les données d'enquête, donc toutes les bases de données qui sont constituées et dont on a obtenu le visage statistique. Vous vous rappelez, lors du module 1, on avait vraiment mis l'accent sur la nécessité d'avoir le visage statistique avec le Conseil national de la statistique. Et il se trouve que lorsque vous avez ces visas, une fois la collecte des données achevée, une fois les données validées par l'instance publique, vous avez l'obligation de remettre sur support magnétique ces informations-là. Et moi, j'avais posé la question de savoir à quoi ça va servir. Et j'ai été heureux d'apprendre que c'est une base de données consolidée qui est en train d'être mise en place. Et je crois, je peux me permettre vraiment de nourrir cet espoir-là que cette absence de données qu'on peut constater aujourd'hui en termes de carence en micronutriments, si à une certaine échéance, je me réjouis que ce soit une échéance à moyen terme, on peut aller puiser dans cette base-là quelques informations une fois croisées pour nous donner une configuration qui est relativement actualisée et qui donne une configuration complète du pays en ce qui concerne les carences en micronutriments. Pourquoi est-ce que cela est vraiment utile? Parce que le professeur a essayé d'illustrer, il n'a pas pu parcourir toutes les formes de carences qu'on peut évaluer. Il a donné quelques exemples. Et je crois que dans notre quotidien, dans nos menus quotidiens, c'est des substances, des micronutriments qu'on peut consommer, qu'on peut absorber. Et maintenant, les questions d'aller voir est-ce qu'on les consomme à des proportions raisonnables. Est-ce que ces proportions sont vraiment utiles et adaptées aux besoins de notre organisme? Donc, je crois que nous, dans notre rôle en tant que société civile, on va poursuivre la réflexion et essayer de discuter avec l'INSTAT lorsque ils seront, quand l'INSTAT va désigner la personne ressource de la maison qui viendra présenter le module, on verra dans quelle mesure on va alimenter un chapitre avec cette problématique, à savoir les données des carences en micronutriments au Bénin. Est-ce qu'on peut avoir une configuration nationale et qui nous permet de déceler les poches les plus préoccupantes par rapport à ces thématiques? Donc, voilà un peu ce que moi j'aurais aimé faire comme intervention. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas vraiment des questions en tant que telles, c'est des questionnements que j'accentue après le facilitateur, également des pistes de solutions qui ne vont pas loin. Ces solutions sont entre nos mains. C'est à nous de nous saisir, de rester éveillés et de choisir les bonnes directions, surtout les bonnes solutions pour apporter une réponse aux frères et sœurs qui en souffrent. Voilà, s'il n'y a toujours pas de questions dans l'audience, on va laisser la parole au professeur pour pouvoir répondre à vos questions. Et après, on va ouvrir un deuxième round s'il y a d'autres questions qui vont survenir et puis avant de clôturer. Voilà. Merci, professeur. Vous avez la parole pour répondre aux questions des participants. OK. Merci beaucoup. Et merci aux participants qui ont posé des questions.
par rapport à la première question, il s'agissait de comprendre pourquoi est-ce que la prévalence de la malnutrition reste toujours élevée dans le nord du Bénin, malgré les nombreuses interventions. Bon, je pense que il faut reconnaître que lutter contre la malnutrition n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose où on peut juste claquer les doigts et obtenir des résultats. Ce n'est pas comme si vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, le médecin vous prescrit des médicaments, vous prenez et puis la maladie disparaît. Donc ici, nous sommes au niveau communautaire et la malnutrition, donc ça concerne la population. Et quand on parle de population, c'est qu'on peut avoir des causes multiples et multiformes. Et donc, la complexité même de la chose découle du fait que la nutrition, c'est un domaine qui concerne plusieurs secteurs. Donc, c'est un domaine dont les causes de la malnutrition sont multisectorielles. Il n'y a pas qu'une seule cause. Et quand on parle de carence en vitamine A ou, par exemple, de retard de croissance, ça ne veut pas dire que cette personne ne souffre que du retard de croissance, par exemple. Il peut y avoir d'autres types de malnutrition sous-jacents qui coexistent avec ce retard de croissance-là. Et donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord ça. Et donc, il n'y aura jamais une seule approche pour apporter une solution définitive au problème de malnutrition. Il faut envisager des approches pluridisciplinaires. Et pour réussir, de mon point de vue, je pense qu'il faut faire une bonne analyse des causes. Dans chaque région, dans chaque département, pas seulement au niveau national, parce que chaque département a sa particularité. Et donc, quelles sont les causes de la malnutrition dans ces départements? Et les causes, on peut les trouver dans le social, les habitudes alimentaires, on peut les trouver dans la religion, on peut les trouver dans les comportements sociaux, on peut les trouver dans les interdits alimentaires, etc. etc. Bon, donc, il y a aussi les questions de disponibilité alimentaire, d'accès aux aliments et puis de la stabilité des aliments tout au long de l'année, etc. Donc, les causes ne seront pas forcément les mêmes d'un département à l'autre. Et il faut avoir le courage de faire un bon diagnostic qui va permettre donc d'identifier les actions les plus indiquées par rapport à chaque département. Et donc, si on n'obtient pas aussi des résultats, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne pose pas un bon diagnostic? Parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? Les interventions qu'on fait de nos jours, c'est beaucoup plus du copier-coller. On prend une intervention, on dit, bon, on a expérimenté ici, on va l'expérimenter dans une autre région, etc. Donc, ça, c'est un point. Mais le second point aussi, est-ce qu'on arrive vraiment à évaluer ces interventions-là pour voir quel est le chemin qui a été parcouru? Quelles sont les difficultés auxquelles on a été confronté et qu'est-ce qu'il faut améliorer ou qu'est-ce qu'il faut changer carrément? Bon, donc, on a l'impression que parfois, on mène les interventions, bon, parce qu'on a l'argent, et on ne se préoccupe pas trop, est-ce que cette intervention-là aura vraiment un impact sur la population? Et je pense que, donc, il faut poser un bon diagnostic et il faut identifier toutes les actions possibles. Hein. Comme je l'ai dit, on doit pouvoir s'intéresser à tous les secteurs
à tous les domaines, à toutes les actions unitaires qui peuvent contribuer à améliorer, hein, d'une certaine manière, la malnutrition ou l'état de malnutrition. Et donc, aucune action ne sera de trop. Hein, il faudra pouvoir associer tout le monde, hein, tous ceux qui interviennent dans le développement à la base, et qui peuvent apporter un grain de sel, qui peuvent apporter une petite contribution à la lutte contre la malnutrition. Et cela, si on associe plusieurs acteurs, il faut une bonne coordination aussi de toutes ces actions-là. Il faudrait une bonne coordination. Bon, donc voilà un peu ma réflexion par rapport à la question. Et donc, si la situation n'évolue pas, hein, si le taux de malnutrition ne s'améliore pas, c'est forcément que on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas en train de poser l'acte qu'il faut. C'est la conclusion qu'il faut tirer, je pense. Mais il faut quand même prévoir faire une bonne évaluation, hein, des différentes interventions pour mettre le doigt sur vraiment qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tirer le son pour ne pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Pour la question concernant l'obésité, bon, je pense que c'est revenu 2 fois. Donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs aussi qui contribuent à l'obésité, dont les facteurs alimentaires, les facteurs génétiques, mais aussi les facteurs de style de vie. Hein. Et quand on parle de facteurs de style de vie, c'est comment dire, l'oisiveté, les activités physiques qu'on mène dans la vie. Donc, comment on est actif, hein, dans la vie. Est-ce qu'on dépense beaucoup d'énergie? Est-ce qu'on est sédentaire? Est-ce qu'on fait du sport? Etc., etc. Donc, tous ces facteurs expliquent la prévalence de l'obésité. Et il serait difficile quand même de pouvoir séparer ces différents facteurs dans la prévalence de l'obésité. On sait que dans la population, il y aura toujours une certaine proportion d'individus qui auront du surpoids ou qui seront obèses. Mais c'est quand les proportions deviennent importantes, donc dépassent celles qu'on devrait s'attendre à avoir dans une population normale, qu'on commence par s'inquiéter et parler de problèmes de santé publique. Et donc, je pense qu'il serait difficile de séparer la part de facteurs génétiques, de facteurs alimentaires et de facteurs liés au style de vie. Mais de façon générale, quand on estime les prévalences au sein d'une population, on constate que ça dépasse les prévalences auxquelles on devrait s'attendre. Dans une population en bonne santé, on commence par s'inquiéter, hein, parce que là, on se rend compte qu'il y a un problème au sein de la population. C'est vrai, le problème se pose beaucoup plus, avec une plus grande acuité dans les villes, dans nos principales villes, et particulièrement dans Cotonou, où on retrouve la prévalence la plus élevée. Je crois que surpoids et obésité, ça avoisine les 40%, je crois, au niveau des femmes enceintes, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais ça dépasse les 30%. Et donc, oui, vous pouvez constater que cette valeur, c'est lié au style de vie, en fait, hein, puisque, bon, si vous prenez la vie, n'est pas comme au village où les femmes marchent sur des kilomètres pour aller chercher des fagots de bois ou de l'eau, ou bien vont au champ pour travailler toute la journée, revenir le soir, etc. Et donc, la relative disponibilité des aliments, le fait que la vie est plus facile, bon, donc on a la possibilité de prendre le taxi, de conduire la moto,
d'aller au service en voiture, etc. Bon, donc, tout ça là constitue des facteurs qui favorisent la valeur élevée, donc l'augmentation de la prévalence de l'obésité. Et donc, c'est une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur et il faudrait dès maintenant prendre les dispositions pour éviter qu'on atteigne le niveau qu'on constate dans les pays développés où c'est vraiment devenu un véritable problème de santé publique. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau, mais il ne faudrait pas attendre d'atteindre ce même niveau avant de réagir. Et donc, si j'ai parlé de retraite précoce, c'est parce qu'effectivement, dans ces pays-là, il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le travail à cause de l'obésité. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience, si vous restez auprès d'une personne qui souffre d'une obésité morbide, c'est-à-dire vraiment une obésité très sévère, cette personne a vraiment des difficultés à se déplacer, mais aussi à exercer des activités. En plus de ça, il y a des complications liées aux différentes maladies, les maladies non transmissibles, hypertension, diabète, qui s'associent. Et donc, ça ne facilite pas du tout la vie à ces personnes-là qui sont obligées d'abandonner le service pour se soigner. C'est ça ce qu'on a voulu dire. Donc, c'est peut-être pas encore un problème préoccupant au Bénin, comme je l'ai dit, mais on est sur la pente et ça risque d'arriver si on ne prend pas les précautions. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer la prévalence élevée de la carence en zinc dans le Nord? Pour la carence en zinc dans le Nord, en fait, j'ai évoqué seulement 2 études réalisées à petite échelle sur les enfants d'âge préscolaire. Et donc, ça ne représente pas du tout la prévalence au niveau du département. Néanmoins, on peut penser que dans la mesure où ces enfants ont une alimentation qui ne va pas beaucoup varier d'un village à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, on peut penser que ces études quand même donnent une idée de la prévalence de la carence en zinc dans cette région. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'on n'a pas évalué la prévalence de la carence en zinc dans les autres régions du Bénin, notamment au centre et au sud, pour savoir quel est le niveau de prévalence. Mais ce qu'on peut dire par rapport aux causes de la carence en zinc, c'est que généralement, c'est lié à une alimentation inadéquate, c'est-à-dire des apports en zinc faibles, des apports journaliers, parce que le zinc, c'est un micronutriment qui n'est pas constitué sous forme de réserve dans l'organisme. C'est-à-dire le zinc est apporté quotidiennement, éliminé, et il faut avoir une alimentation qui contient la quantité suffisante. Les aliments qui contiennent plus de zinc, et donc qui sont riches en zinc, sont les aliments d'origine animale. Donc, les viandes, les poissons, le lait, c'est-à-dire les produits carnés et leurs dérivés. Et donc, par rapport à l'alimentation telle que nous la connaissons dans notre pays, et particulièrement dans les villages, vous savez que l'accès aux protéines d'origine animale est très limité pour certaines catégories de personnes. Et dans certains cas pour tout le ménage, parce que les gens ne se permettent pas de rechercher nécessairement
de la viande dans leur nourriture avant de manger. Et donc, ça pose un problème, c'est-à-dire que les apports faibles en produits d'origine animale sont des facteurs de risque de la carence en zinc. Et donc, les stratégies qu'on peut mener, c'est comment amener la disponibilité, comment améliorer la disponibilité de ces produits d'origine animale et comment améliorer l'accès aussi des populations pauvres, hein, parce que la malnutrition se manifeste plus parmi les pauvres, malheureusement. Donc, amener ces populations à avoir accès à ces aliments et consommer régulièrement ces aliments aussi. Bon, l'une des difficultés auxquelles nous, chercheurs nutritionnistes, nous sommes confrontés, c'est le fait de constater, par exemple, que dans les ménages, les gens élèvent souvent les animaux, hein, les volailles ou parfois même les caprins, les ovins, etc. Mais ces animaux ont une autre destination, ce n'est pas pour la consommation du ménage. Et donc ça constitue quelque chose qu'il faut revoir. Comment est-ce qu'on peut amener la population à non seulement produire pour la vente, mais aussi pour sa propre consommation, hein, sachant évidemment qu'elles doivent privilégier leur propre consommation. Et donc, c'est un défi qu'il faut relever. Et certaines ONG, comme CARE International Bénin Togo, ont essayé de voir, enfin, ils ont mené ils ont fait une petite intervention et ils ont essayé de voir est-ce que ça peut améliorer la consommation des ménages. Donc voilà un peu mes réponses, mes tentatives de réponse à vos différentes préoccupations. J'espère que j'ai abordé toutes vos questions. Sinon, bon, vous pouvez encore réagir, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK, merci beaucoup, professeur. Je crois que le professeur a parcouru dans les moindres détails tout ce qu'il y a eu comme préoccupation soulevée par les participants connectés. Maintenant, on va peut-être ouvrir une deuxième round de questions. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il y en a qui ont été suscitées soit par des questions posées par les uns ou par les réponses apportées par le professeur. Pas de contribution pour le moment. Pas de questions? OK. Donc, je suppose que cette première session a été suffisamment digeste parce qu'elle est bien préparée et également clairement présentée et que vous avez le temps de la suivre telle que vous l'auriez souhaité. Donc, on ne va pas davantage abuser de votre temps, de votre énergie. On va tout simplement vous remercier infiniment de vous être connecté aujourd'hui à cette première session. On va se donner rendez-vous le mercredi prochain. Je vois encore une main. Il y a une intervention qui... Quelqu'un veut intervenir? Je vois une main là. Il y a une question, une préoccupation? Oui. Allô? Oui, allez-y, mais assez rapidement parce que le professeur, on a dû le piquer de ses cours, de ses activités au campus. Il faut qu'on le libère assez rapidement aussi. Vas-y, en quelques secondes. D'accord, j'aimerais juste demander si il y a des systèmes mis en place pour le suivi à long terme des interventions ou des initiatives qui sont mises en place pour pouvoir améliorer le niveau de prévalence dans les zones. Donc, si j'ai bien compris, c'est de savoir s'il y a des systèmes d'évaluation de la progression et de l'évolution des prévalences dans le pays.
Donc, certainement, le professeur a des éléments de réponse par rapport à ça, mais je commencerai déjà par te dire que c'est justement pour ça que l'État béninois et ses partenaires investissent beaucoup d'argent, énormément d'argent, pour faire les grandes évaluations. Et si vous pouvez vous amuser à prendre le questionnaire de l'EDS 1996 et le questionnaire de la dernière EDS qui a été réalisée 2017-2018, vous verrez que ce n'est pas du tout sur le même niveau. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des préoccupations où les résultats ont révélé certains aspects, certains pans de la réalité sociale ou sanitaire, l'édition qui a suivi, on a amélioré l'outil. Donc, premier élément de réponse, c'est que c'est à ça que servent ces évaluations-là. C'est pour voir si les interventions qui ont eu lieu ont apporté un soulagement, pas à l'échelle de l'individu ou du ménage, mais à l'échelle de la communauté. C'est d'ailleurs pour cela qu'on prend un échantillon assez costaud et avec une marge d'erreur très réduite. C'est pour que les résultats puissent être généralisables. Et je ne sais pas si tu t'es permis de regarder un peu les dernières formules de la formule de calcul d'échantillon de l'EDS du mix. C'est assez costaud, c'est assez robuste. Donc, généralement, les réponses reflètent l'état de santé de la population. Maintenant, au-delà de ces statistiques qui sont générées, il est souvent appelé à aller faire ce que le professeur a recommandé, des évaluations qualitatives. Et Van et ses partenaires, sous un autre vocable ou sous une autre mission, sont également en train d'appuyer avec cette approche, cette dimension-là, c'est-à-dire prendre les résultats, par exemple, de la dernière AGV-SAN ou de la dernière mixte, voir là où il y a les statistiques les plus préoccupantes et développer des protocoles de recherche qui peuvent aller évaluer de façon qualitative quels sont les déterminants de nature socio-culturelle, économique, environnementale et même politique locale qui peuvent qui alimentent ces statistiques-là. Donc, c'est justement pour ça qu'on a initié ce module-là, c'est pour interpeller les membres de la société civile que l'État ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources qui sont investies dans ces grosses enquêtes nationales. Maintenant, il nous revient à nous d'aller nous essayer, avec la technicité et les moyens mis à notre disposition, de faire des évaluations, même si c'est dans un échantillon du village, dans une commune, c'est déjà quelque chose. Le plus important, c'est d'appliquer une méthodologie qui respecte l'orthodoxie scientifique. C'est de suivre tout ce qu'il y a comme procédure à suivre avant d'aller sur le terrain et également après pour que vos données soient considérées comme utilisables par les scientifiques et par le politique. Donc, ça, c'est les éléments de réponse que moi, je peux donner par rapport à ta question. Et je pourrais également ajouter que lorsque on choisit une thématique, aujourd'hui, on est dans la malnutrition, mais demain, on va être peut-être dans l'environnement et autres là. Il y a des structures, quand même, des références. Et si on se rapproche de ces structures, on peut rentrer en possession de ces données suffisamment localisées qui peuvent fournir des informations sur le pourquoi telle réalité, pourquoi tel indicateur est élevé dans telle zone. Voilà, je ne sais pas si le professeur a certainement davantage à apporter par rapport à cette question-là. Je vais laisser la parole à vous. OK, merci beaucoup. Bon, je pense que tu as déjà dit l'essentiel. Hein. Effectivement, il y a des structures qui s'intéressent à ces données et qui les utilisent pour pouvoir programmer des activités et faire des interventions dans le pays. Il y a les Nations Unies, par exemple, qui utilisent beaucoup ces données. Il y a l'INSTAT. On s'habitue progressivement. Sérieux, oui, c'est ça. Et il y a le CAN aussi, le Conseil d'alimentation et de nutrition du Bénin. Bon, pour ne pas dire le SPCAN, le secrétariat permanent
et puis d'autres organisations aussi certainement. Et c'est le lieu peut-être d'insister sur le rôle de la société civile. Je pense qu'au niveau de la société civile également, on peut s'organiser, ou vous pouvez vous organiser de façon à suivre ces indicateurs pour pouvoir non seulement aussi tirer les leçons, mais tirer sur la sonnette d'alarme si on constate qu'il y a des problèmes, des choses à corriger, et pourquoi pas aussi proposer des projets ou des programmes aux partenaires, puisque je sais qu'il y a la CIM, par exemple, l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, qui a la possibilité de piloter des projets, d'élaborer des projets, etc. Donc, je pense que, tout le monde doit contribuer à la chose. Maintenant, au niveau du pays, c'est vrai, peut-être qu'on peut être plus organisé, c'est-à-dire que responsabiliser une institution ou créer une institution qui va essentiellement s'occuper de ça avec comme membres des techniciens, donc des gens qui sont vraiment spécialistes de la question, pour pouvoir produire des données fiables et des éléments de politique aussi au niveau national. Je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver petit à petit à lutter contre la malnutrition au Bénin. Voilà ce que je voulais dire. Oh, ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, je crois que j'ai mis un peu de temps parce que je prenais en caractère gras la recommandation. Non, parce qu'on a pris certaines habitudes qui ont du mal à nous quitter maintenant. On a toujours l'impression que quand il y a un projet social, il faut un projet avec des millions de dollars. Et alors que parfois, la solution, c'est juste sur les simples conseils. Et parfois, la solution, c'est juste aider peut-être les producteurs de telles denrées à créer une chaîne avec les consommateurs ou bien les commerçants, tout simplement. Voilà, parfois, c'est juste une question de transformation des aliments, c'est juste une question de conservation. Et on se dit, non, je n'ai pas de moyens. Ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. Je n'ai pas de financement. Mais quand on est OSC, on dit bien société civile, ça veut dire que on s'appuie, on se serre les coudes pour pouvoir apporter des réponses collectives à des problèmes collectifs et qui vont également apporter un soulagement collectif à long terme. Donc, on l'a dit lors du premier module, si on devait attendre à avoir des millions de dollars, on n'aurait jamais commencé ça dans cette classe. On s'est dit, on n'a pas d'argent, on a des problèmes, on a des personnes ressources, on a des moyens qu'on peut utiliser, commençons. En cours de route, si on peut avoir un accompagnement, tant mieux. Sinon, le peu qu'on peut faire avec ce qu'on a, aujourd'hui, on est là, on est en train de se parler sans même se voir. C'est la même chose aussi pour les questions de malnutrition et surtout la malnutrition chronique. C'est vrai qu'on n'évalue pas encore les conséquences, mais il y a un travail qui se fait, c'est surtout l'Union africaine qui a commencé à parrainer ce travail-là. Je ne sais pas si ça a été fait ici au Bénin, mais dans d'autres pays où j'ai travaillé, on appelle cette étude le coût de la faim. C'est-à-dire, on essaie d'évaluer depuis 50 ans tout ce que la malnutrition a créé comme dégâts en termes de manque à gagner dans un pays. Je ne sais pas encore si ça a été fait ici, mais si ça a été fait, c'est bien qu'on le renouvelle régulièrement. Mais si ça n'a pas encore été fait, nous, on fera ce qui est dans nos possibilités pour pouvoir drainer ce qui porte, qui parraine cette étude-là, parce que c'est très utile. Ça permet de réorienter même parfois des questions de santé, parce qu'on essaie de voir qu'est-ce que la malnutrition crée comme gap, non seulement en termes de connaissances, en termes de pouvoir d'achat, et surtout en termes de productivité au niveau de la société civile. Donc, notre travail, il ne fait que commencer. On compte sur vous pour continuer à nous appuyer parce que votre simple présence en ligne aujourd'hui, c'est ce qui est notre rémunération, notre rémunération psychologique et puis professionnelle qui nous donne du carburant à pouvoir continuer.
Je ne vois pas d'autres mains levées. Et comme je le disais, il est 15h moins, donc on a gagné quand même quelques minutes. Désolé pour le retard qu'on a accusé pour démarrer. J'ai expliqué la cause. Et merci beaucoup à Mathias, qui, en dépit de l'absence du directeur de charge de programme, nous a soutenus avec tous ses collègues pour qu'on ne fasse même pas sentir qu'il y a eu un problème technique. On ne va pas rentrer dans les détails, un problème technique, et qu'on tienne cette session. On espère qu'on va résoudre la question, le problème d'ici le mercredi prochain, mais ce qui est sûr, la prochaine session se tiendra, on va démarrer à 12h30. Donc, merci beaucoup, professeur, de vous être retranché de vos obligations professionnelles. Oui, surtout, je sais que votre laboratoire tourne à plein régime, surtout qu'à cette période où il y a des mémoires qu'il faut corriger et tout. Donc, on va vous remercier à vous tous et merci à la société civile pour l'accompagnement, le soutien. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 12h30. Veuillez connectez-vous à temps pour qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce que le professeur aura préparé pour nous. OK, merci bien. Une préoccupation. Au revoir, bon après-midi. S'il vous plaît. Merci, au revoir. Alors, la collègue qui voulait poser sa préoccupation. Non, j'avais laissé une préoccupation dans le chat box. Et puis... Allô? Oui. Je vous ai laissé une box, une préoccupation. La collègue qui voulait poser sa préoccupation, elle est partie? Non, je suis là. Je l'ai laissé une box à la maison de la société civile.